Si je te demande de me sortir une liste de tout ce qui tourne pas rond au Canada, je suis convaincu que tu n'auras pas trop de difficulté à me sortir 5, 10 ou même 20 exemples concrets de trucs qui font absolument aucun sens. The budget will balance itself. Essaye, prends un instant pour y réfléchir. Ça serait quoi, là, mettons, ton top 5? Probablement que ta liste ressemble à quelque chose comme ça. L'éducation, la santé, l'économie, la corruption, l'environnement. Les Québécois, on est vraiment bons pour chialer. Qu'est-ce que tu veux? C'est notre petit côté français. C'est quand vient le temps de trouver ou d'implémenter les solutions que ça se gâte. On aime ça se valoriser en se disant à quel point on est ouvert d'esprit et accueillant à nos jeunes politiciens, ils voient grand puis ils veulent implémenter des solutions radicales à la hauteur de leurs ambitions. Et c'est bien beau tout ça, là, mais on semble trop facilement oublier que chaque action politique vient avec son lot de conséquences accidentelles. La société, c'est un système qui est complexe. Quand on introduit un projet de loi, c'est impossible d'anticiper chaque interaction possible avec le reste du système. Et contrairement à ce que les extrémistes politiques vont dire, quand les choses tournent au vinaigre, c'est souvent pas par malice ou incompétence, c'est juste les dégâts collatéraux de la politique. Donc, sachant tout ça, j'ai une question pour toi. Si tu avais le pouvoir absolu pendant 24 heures, qu'est-ce que tu ferais pour réparer les erreurs de notre système? Pense-y, honnêtement, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu taxes les riches? Est-ce que tu coupes certains programmes sociaux ou est-ce que tu investis drastiquement dans d'autres secteurs de l'économie? J'aime cette question-là parce que le délai de 24 heures force les gens à exposer non seulement leurs vraies valeurs, mais surtout leur niveau de compréhension du système. Est-ce que tu es capable de remonter la chaîne interminable de cause à effet, d'inspecter la quantité incalculable d'engrenages qui se cachent derrière le fonctionnement de notre machine politique et d'identifier le ou les coupables? Encore plus important, est-ce que tu es capable de t'insérer dans ce système pour y proposer une alternative viable, de trouver les points d'appui qui permettent d'exercer un levier suffisant pour changer la trajectoire de ce monstre politique inarrêtable. Et c'est une chose de chialer sur le système, ça en est un autre de le réparer. Très peu de gens ont été en mesure de tester leur hypothèse, de s'emparer du pouvoir pendant un court laps de temps dans l'objectif de réparer la machine politique. C'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé. En 82 avant Jésus-Christ, face à la décrépitude et la corruption généralisée de la classe politique, le général Lucius Cornelius Sulla a fait exactement ça. Sulla, il avait peur que Rome arrête d'être une république, qu'un tyran s'empare du pouvoir et détruise le Sénat. Dans un des gestes les plus ironiques de l'histoire, il s'empare du pouvoir, se déclare dictateur et assassine la moitié du Sénat. You just can't make this shit up. Ceci étant dit, Sulla, c'était un dictateur honnête. En 79 avant Jésus-Christ, donc 3 ans plus tard, je sais que c'est quand même assez particulier les dates avant Jésus-Christ, ça va à l'envers. Anyway, après avoir implémenté les réformes visant à s'assurer que personne puisse refaire ce que lui a fait, il prend sa retraite et redonne le pouvoir au Sénat. Sulla meurt de vieillesse quelques temps après, convaincu d'avoir accompli sa mission. No friend ever served me and no enemy ever wronged me, whom I have not repaid in full. Malheureusement pour lui, l'impact de ces réformes fut de courte durée parce que 40 ans plus tard, Jules César fait son apparition. Après avoir comploté avec Pompéi et Crassus, Jules s'empare du pouvoir, met fin à l'ère de la République et se déclare empereur à vie, mettant ainsi fin aux réformes de Sulla. Jules est cité pour avoir dit du général qui a juste fait une erreur à travers toute sa carrière, et c'était celle d'avoir abandonné le pouvoir absolu, et ça c'est une erreur que Jules était déterminé à ne pas imiter. Donc, si je te parle de ça là, c'est pour mettre une chose en évidence, c'est que si ton diagnostic n'est pas adéquat, la prescription que tu vas donner à la société est vouée à être inefficace. Pour réussir à changer la société de façon positive et permanente, c'est important de non seulement trouver les éléments qui ont le plus d'impact potentiel, mais aussi ceux qui risquent d'introduire le moins de conséquences négatives inattendues. Par exemple, on pourrait correctement identifier que le prix d'absolument tout ce qu'on achète est influencé en grande partie par le prix d'énergie. Donc la façon la plus rapide de réduire l'inflation, ça serait de subventionner le coût de l'énergie pour la rendre abondante et abordable. Le problème avec ça, c'est qu'on peut facilement voir comment cette
bonne intention peut se transformer en malédiction. En 1963, lorsque Jean Lesage a créé Hydro-Québec, c'est probablement qu'est-ce qu'il avait en tête. Il avait des bonnes intentions. Malheureusement, en nationalisant une industrie, on nationalise également ce qu'on appelle les coûts irrécupérables. OK? Et ça bloque l'innovation destructive nécessaire à la croissance économique. À cause que le gouvernement a investi des milliards dans la construction de barrages, la province a dû renoncer à tout autre type de création énergétique. Un peu comme un joueur de poker qui a trop misé et qui se sent obligé de jouer sa main. Le Québec s'est senti obligé de tout miser dans l'hydroélectricité. Jusqu'à présent, l'opinion publique a été plutôt favorable et juge que la société d'État a été un joueur positif sur le développement économique du Québec. Par contre, le vent est sur le point de tourner. Les prévisions indiquent que le Québec est en voie de passer d'exportateur à importateur d'énergie. Et pour ceux qui écoutent le podcast en forme audio seulement, on peut voir à l'écran un diagramme qui démontre que le Québec est maintenant en surplus de 5 TWh par année d'énergie et qu'on se dirige tout droit vers un déficit de 5 à 8 TWh de déficit par année au Québec. Et tout ça dans un climat où l'État fait tout pour limiter l'usage d'énergie alternative. Est-ce que c'est possible que la décision du gouvernement d'interdire la production de gaz naturel a été davantage motivée par la volonté de protéger son investissement dans l'hydroélectricité que par ses ambitions vertes? Est-ce que ça se peut? Et que dire de l'investissement massif dans les programmes comme Chauffer vert qui payent littéralement les gens pour convertir leur système de chauffage au gaz vers un système électrique, ce qui augmente bien sûr la dépendance du public envers Hydro-Québec. À moins d'un revirement complètement inattendu de situation, le citoyen québécois peut s'attendre à une augmentation drastique des coûts d'électricité et une dégradation importante de la qualité des services. À quand est-ce qu'on va voir les fameuses lois qui te disent jusqu'à combien tu as le droit de chauffer ou de climatiser? En Espagne, par exemple, l'État interdit les commerces de mettre leur air climatisé en été à moins de 27 degrés. Est-ce que le Québec va emboîter le pas de la Californie et couper l'électricité des gens pour limiter leur usage? Est-ce qu'on va avoir à rationner notre énergie? Les défenseurs d'Hydro-Québec vont me répondre, et avec raison, que je fais juste spéculer. OK, on va traverser le pont quand on va y être. Leur constat, c'est que pour l'instant, la nationalisation d'énergie a été positive pour le développement économique de la province. Sauf qu'il y a juste un problème avec ça, c'est que on ignore qu'est-ce qu'on ignore. En payant des salaires qui sont largement supérieurs à ce que le reste du marché est prêt à payer, Hydro-Québec prive l'économie d'une quantité massive de main-d'œuvre qualifiée qui serait plus productive ailleurs. Il faut juste faire une petite recherche Google pour être traumatisé par les centaines d'exemples où l'allocation irresponsable du capital frôle l'incompétence criminelle. Des opérateurs de machinerie lourde payés pour rien faire, aux employés excédentaires qui gardent leur paye malgré qu'ils sont pas requis, qu'on n'a pas besoin d'eux, c'est pas les exemples qui manquent. Et regarde bien là, je suis pas là pour faire le procès de l'administration Jean Lesage. Au final, est-ce que Hydro-Québec va avoir été à une bonne influence économique qui a stimulé la croissance du Québec? Ou au contraire, est-ce que la société d'État se transforme peu à peu en immense boulet qui attache les Québécois au passé? Je sais pas. Il y a juste le futur qui va pouvoir nous le dire. La raison pour laquelle j'ai parlé de la nationalisation d'énergie au Québec, c'est parce que tu serais sans doute tenté de proposer comme solution des choses comme offrir de loger, nourrir les gens gratuitement, offrir l'abonnement au gym ou les nutritionnistes, mon gens, gratuitement, offrir Internet et les services de téléphonie gratuitement. Ces solutions-là semblent remplies de bonnes intentions, mais font face à deux types de problèmes. Premièrement, parce que les programmes sociaux sont rendus possibles à cause de la menace implicite de violence, où l'État confisque le capital de certaines personnes sous prétexte qu'il peut allouer ce capital-là de façon plus productive. Et cette proposition-là est ridicule puisque le gouvernement fonctionne par définition en confisquant les ressources des gens les plus productifs de la société pour les réallouer à d'autres gens moins productifs. Deuxièmement, ces solutions-là impliquent qu'on respecte le mode d'opération de la machine dans son état actuel. On garde le même véhicule, on garde le même état. C'est le même véhicule, on fait juste le conduire de façon différente. Les règles du jeu déterminent le comportement des joueurs. Si on veut changer le système, il faut changer les règles. OK, il ne faut pas travailler dans le système, il faut travailler sur le système. Bien sûr, je ne suis pas en train de prôner l'anarchie. OK, je ne pense pas que ce soit productif de démanteler nos institutions sans avoir quoi que ce soit de prouvé pour les remplacer. Et une république démocratique libérale représente le meilleur système de gouvernance que l'être humain a testé
et de loin. Je pense plutôt qu'il y a moyen de sortir le scalpel pour faire une petite chirurgie non intrusive, de faire une ou deux petites incisions qui, à long terme, vont permettre à notre démocratie de vaincre le cancer, la corruption, puis d'optimiser la productivité, le bonheur et la vitalité de sa population. Puis avant de te dire qu'est-ce que j'en pense personnellement, prends un instant pour me faire part de qu'est-ce que toi tu penses qu'il faudrait faire dans les commentaires. Le problème avec les programmes sociaux, c'est qu'ils ne sont pas jugés en fonction de leur efficacité. Les subventions créent des organisations qui sont gérées par leurs employés et non par leurs clients. Qu'est-ce qui motive un employé? Garder son emploi et avoir un bon salaire. Et ce, même si l'organisme n'a pas besoin de lui. Le résultat, le Québec subventionne des milliers de micro-organismes qui investissent tout ce qu'ils peuvent dans leur masse salariale tout en offrant le minimum de services jugés acceptables dans les rapports qu'ils envoient au gouvernement. Les gens vont se scandaliser, mais même ceux qui travaillent pour un OBNL savent au fond d'eux. J'ai raison. Ils savent qu'ils pourraient et devraient faire plus, qu'ils devraient couper dans leur masse salariale et réinvestir leur financement de façon plus efficace. Mais comment leur en vouloir quand cette source de financement agit de façon encore plus outrageuse? Le gouvernement Trudeau a payé plus de 54 millions de dollars pour l'application Arrive-Can. Elle a donné le mandat à la firme CG Strategies, une firme de 2 personnes qui ont ensuite sous-contracté le travail à des multinationales tout en conservant des commissions de 15 à 30 %. Et que dire de François Legault qui a profité des mesures d'urgence pour attribuer plus de 17 milliards sans appel d'offres? En tout, le gouvernement canadien est responsable de 21,7 % du PIB total du pays. Et à ce nombre s'additionne le coût du gouvernement québécois qui est responsable de 38,1 % du PIB québécois. Ensemble, l'État confisque et réalloue 59,8 % de tous les dollars qui sont dépensés chaque année au Québec. Et qu'est-ce qu'ils confisquent pas par le biais des taxes? Ils le créent en dévaluant notre monnaie à travers leur déficit. Donc, près de 60 % de l'économie québécoise est gérée par des fonctionnaires qui n'ont aucun risque à porter. OK, they don't have skin in the game. S'ils investissent mal leur capital, s'en foutent, c'est pas eux autres. Et quoi dire de la dette? OK, la dette fédérale est présentement à 70 % de notre économie, alors que notre dette provinciale représente 52 % de notre PIB. Sans compter le volet municipal, le fardeau fiscal de l'administration de notre pays est d'environ 120 %. Pour régler nos problèmes sociaux, c'est pas en créant plus de programmes sociaux ou en introduisant plus de taxes. OK, on l'a déjà fait. On a déjà essayé de faire ça. On a déjà essayé d'enrayer nos problèmes sociaux en arrosant le problème d'argent et ça n'a rien changé. C'est pire que pire. Si on veut changer la game, on doit changer les règles. Ce que je vais proposer va probablement jamais arriver, mais je pense que c'est quand même important qu'on en parle. T'sais, cette vidéo-là, elle va peut-être réussir à influencer quelques personnes qui, à leur tour, vont en influencer d'autres. Qui sait, hein, l'effet papillon, ça existe. Un gouvernement démocratique doit être imputable à sa population. Et pour ça, le gouvernement doit être transparent. Je suis convaincu que si les citoyens avaient accès aux reçus de transactions du gouvernement, des organismes publics et des politiciens, il y aurait une émeute demain matin. La peur de l'indignation puis de la colère du public forcerait les administrateurs à être honnêtes. Si n'importe qui est capable d'observer l'ensemble des transactions effectuées en temps réel, d'avoir accès aux détails des factures, la peur de l'indignation puis de la colère du public forcerait les administrateurs à être honnêtes. Et on s'indigne quand on apprend que la firme McKinsey facture des dizaines de millions au gouvernement pour des services de consultation, mais il s'agit juste de la pointe de l'iceberg. Imagine si on avait accès aux factures et aux comptes à recevoir. Ma solution est simple. Je veux permettre à la population d'auditer le gouvernement parce que, à mon sens, l'État et le citoyen doivent être sur un pied d'égalité. Okay? Si on veut que ce soit la population qui mène et non pas un élite corrompu, l'État ne peut pas posséder de statut spécial qui le protège face à sa population. Si l'État peut te demander de sortir tes reçus de transaction, l'inverse doit être vrai aussi. Puis là, peut-être que tu me trouves un peu intense, sauf que si c'est le cas, j'aimerais ça te rappeler que c'est déjà quelque chose qui est prévu par la loi au Canada. Hein, au Canada, n'importe qui peut remplir une demande d'accès à l'information. Le problème avec ce système-là, c'est qu'il est non seulement lent, mais que le gouvernement se réserve le droit de censurer et ou simplement refuser les demandes. Radio-Canada a fait une enquête au niveau provincial pour déterminer le niveau de corruption de ces institutions-là et, selon eux, le réflexe premier de l'administration est de rejeter une demande et la loi sert de plus en plus à retenir plutôt qu'à diffuser l'information. Une de leurs sources affirme
on dirait que tous les moyens sont bons pour refuser l'accès à un document. C'est fou comment la loi n'est pas respectée. Selon leur enquête, les administrateurs demandent fréquemment aux responsables de l'accès de trouver des façons de ne pas répondre aux demandes. Et lorsque les demandes sont acceptées, c'est important de souligner que les informations qui sont reçues sont souvent obfusquées, censurées et ou présentées de façon désordonnée. Donne ça comme n'importe quoi. C'est impossible de réparer un système qu'on ne peut pas diagnostiquer. C'est pourquoi, si tu me donnes 24 heures pour réformer le système, ma priorité, c'est de rendre le système transparent. Parce que si on réussit à faire ça, je suis convaincu que le reste va se faire tout seul. Rendre notre système transparent peut sembler une tâche monstrueusement complexe. Surtout quand notre système se rapproche plus à un marais opaque rempli de corruption qu'à une piscine olympique. Par contre, la solution est assez simple. Comme on l'a vu, les différents organismes d'accès à l'information agissent non pas comme des héros de la liberté et protecteurs du citoyen, mais comme ligne de défense gouvernementale face à leurs citoyens. Après tout, on ne mord pas la main qui nous nourrit. La solution est donc de retirer ces organismes et de les remplacer par une base de données publiques complètement décentralisée qui permet d'effectuer des transactions financières et d'enregistrer le détail de chaque transaction publiquement. Et là, en entendant ça, les gens vont me dire que je suis fou, que c'est pas mal trop compliqué, puis que jamais le gouvernement serait capable de compléter un projet de ce genre-là. Puis on a juste à se rappeler comment est-ce que ça s'est passé avec le registre des armes à feu. Le budget était de 2 millions, ça finit par coûter 2 milliards. C'est pour ça que je suis pas en train de te proposer qu'on invente une nouvelle plateforme, mais juste qu'on utilise une plateforme qui existe déjà, puis qui est faite pour ça, et ça s'appelle Bitcoin. Et je sais, en prononçant ce mot-là, je parle probablement à 50% des gens qui sont en train d'écouter la vidéo, et ça malgré le t-shirt que je suis en train de porter. Les gens vont me dire, c'est utilisé par les criminels, ça pollue la planète. C'est de la spéculation, c'est trop volatile. Si tu veux en apprendre plus sur le fonctionnement du blockchain en tant que technologie, puis pas en tant que véhicule d'investissement, je te recommande fortement de faire un tour sur ma formation Bitcoin à cause que je déconstruis chaque argument typiquement employé par Pierre Bruno, et j'explique où est-ce qu'il se trompe dans son raisonnement. Les gens ont adoré cette formation-là, le fait juste de regarder les témoignages, autant les débutants que les connaisseurs y ont trouvé leur compte. C'est une excellente formation. Anyway, tu vas penser qu'est-ce que tu veux, voici le TLDR. Bon, ceux qui ne savent pas c'est quoi TLDR, Too Long Didn't Read. C'est quoi le TLDR qui fait en sorte que Bitcoin est la technologie de choix pour nous permettre d'éliminer les recoins les plus sombres et corrompus de l'État. Bitcoin permet d'envoyer des milliards de dollars de valeur en une seule transaction. Ces transactions-là peuvent être influencées par personne, ni gouvernement hostile, ni corporation diabolique. Bitcoin est neutre. N'importe qui peut analyser les transactions pour vérifier leur intégrité et personne peut cacher l'existence d'une transaction. Mais la volatilité! La volatilité de Bitcoin n'est pas importante. Je ne parle pas d'utiliser Bitcoin en tant que réserve, mais en tant que base de données. On pourrait simplement mandater les banques pour créer un système où les bitcoins sont achetés lors de l'envoi et vendus au moment de la réception. Bitcoin ferait qu'est-ce que Bitcoin fait? Être un registre public décentralisé. En passant, c'est déjà qu'est-ce que Strike et Chivo offrent comme service au El Salvador. Je reviens de là, je sais, je l'ai essayé, ça fonctionne super bien. Et c'est là que les gens qui connaissent un peu Bitcoin vont me dire « Oui, mais Olivier, en quoi est-ce que ça permettrait au public de savoir qui a dépensé combien? » Et pourquoi? Et c'est ici que j'arrive avec la magie des inscriptions. Vois-tu, on peut inclure jusqu'à 4 mégabits de données par bloc. Donc sur Bitcoin, il y a un bloc par 10 minutes, ce qui représente 576 mégabits par jour. Normalement, les DJs de la crypto utilisent cet espace-là pour y inscrire des NFT, donc ces images inutiles qui se vendent pour des milliers de dollars. Un autre usage qui serait pas mal plus productif, ce serait de prendre cet espace-là pour faire deux choses. Premièrement, pour faire un registre de KYC, donc Know Your Customer, des organismes publics et privés. Deux, pour inscrire le détail des transactions. Donc, chaque organisme public ou privé qui doit envoyer ou recevoir des fonds publics pourrait simplement s'identifier sur la blockchain en créant une inscription qui contient leur numéro d'entreprise ou d'organisme. Pour garder ça simple, les banques pourraient être mandatées pour associer une adresse Bitcoin par compte bancaire et le faire automatiquement pour les gens. De la même façon, on pourrait inscrire les données de transactions dans un format standardisé où c'est facile de voir chaque élément d'une transaction. Donc 4 MB, OK, ça devrait suffire pour écrire au moins 5000
transactions. À cause qu'il y a un bloc aux 10 minutes, ça donne une capacité de 720 000 factures hébergées par jour, donc 262 millions par année. Et bien sûr, il y a un coût qui est associé à tout ça. L'espace sur le blockchain de Bitcoin, c'est pas gratuit. Chaque bloc coûte environ 28 288 $. Et ça, c'est environ 20 sats par byte. Ça coûterait à peu près à ce tarif-là 5,65 par transaction pour héberger la facture. Et je sais pas pour toi, mais moi, je trouve que c'est un montant qui est très raisonnable pour redonner la transparence à l'ensemble de nos finances publiques. Il faut aussi réaliser qu'il s'agit d'un frais qui est unique. En tant que Bitcoin existe, les données de transaction sont hébergées et accessibles à tous. Si Bitcoin est là dans 500 ans, les dépenses publiques actuelles vont encore être accessibles, incorrompues dans 500 ans. La commission Charbonneau, qui est une commission d'enquête sur la corruption dans le secteur de la construction, a coûté 44,8 millions à la fonction publique, assez pour permettre l'hébergement de 7,9 millions d'inscriptions Bitcoin. Il faut voir ça un peu comme un frais comptable qui a l'heureuse conséquence de radicalement simplifier la comptabilité de l'État. Avec un système comme ça, les états financiers pourraient non seulement être complètement automatisés, mais surtout mis à jour en temps réel. À chaque 10 minutes, le citoyen aurait accès à combien est-ce que l'État dépense, pourquoi est-ce qu'il dépense, quels sont les états de compte, à quoi ressemble le bilan, ainsi de suite. Ce système-là pourrait donner la transparence nécessaire pour que les journalistes, les citoyens, les corporations peuvent inspecter les finances publiques et imposer une dose d'imputabilité bien méritée à l'État. Après m'être emparé du pouvoir absolu, voici comment est-ce que j'imposerais ce système-là. Je commencerai par mobiliser l'État en annonçant 3 décrets. 1. Chaque transaction faite envers une institution politique, donc comme les dons et le financement des campagnes, ainsi que les paiements faits à partir des fonds publics, doivent être faits sur le réseau Bitcoin. Et ces fonds-là doivent être suivis jusqu'au versement en salaire ou au paiement de fournisseurs étrangers. Deuxièmement, chaque entité à qui les fonds sont envoyés doivent être enregistrés dans un registre public. Tu n'as pas le droit de prendre l'argent public puis de l'envoyer à une entité inconnue. Troisièmement, chaque élu ou employé gouvernemental qui omet une transaction doit non seulement être envoyé, doit perdre le droit de travailler en tant qu'employé ou sous-contracteur du gouvernement, doit être mis à l'amende, mais il doit également subir une peine d'emprisonnement. Et à cause qu'un système comme ça, c'est assez puissant, à cause que ça serait tentant de l'imposer, cette structure-là, à tout le monde, à toute la population, j'amenderais la Constitution pour y inclure un droit à l'encryption et à l'obfuscation des transactions financières pour les citoyens, un droit qui est suspendu durant l'exécution d'un rôle dans la fonction publique. Après avoir fait tout ça, je ferais comme Lucius Cornelius Sulla à notre général romain, je redonnerais le pouvoir au peuple et j'irais passer le reste de mes jours dans un chalet sur le bord de l'eau. Je suis conscient qu'il s'agit d'une vidéo qui est assez lourde, hein? C'est un gros sujet, des grosses conversations. L'article qui accompagne cette vidéo-là est de plus de 4000 mots. J'aurais pu aller droit au but, hein, et simplement te lister mes décrets, ça aurait été 10 fois moins long. Par contre, je pense que la valeur de cette vidéo, de cette réflexion-là, se trouve justement dans le thinking, dans la réflexion, dans le chemin, dans le processus qui l'a inspiré. Mon objectif, c'était non seulement de mettre en évidence les coûts inattendus de la gouvernance, mais également d'offrir une vision un peu différente de Bitcoin. Certains voient ça comme un moyen de spéculer, d'autres vont voir ça comme un moyen d'épargner. Moi, je vois ça comme une technologie fondamentalement démocratique qui déstabilise la balance du pouvoir en faveur du citoyen. J'espère que, malgré la longueur, tu juges que cette vidéo va avoir été un bon investissement de ton temps. Ou tu dises que ça fait des mois que ça me démange d'écrire ce texte-là, de faire cette vidéo-là. Et pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avant? C'est parce qu'à chaque fois que je me retrouve assis face à mon ordinateur en train d'écrire le texte, le script de cette vidéo-là, il y a un phénomène assez bizarre qui se produit. Je fige. Mes pensées deviennent confuses. J'ai de la difficulté à construire mes phrases. Oui, moi, ça m'arrive d'avoir la misère à savoir quoi dire. Et j'imagine que ces symptômes-là représentent un peu une expression du malaise que j'éprouve face à la construction de ce genre de critique-là. Parce que, comme que je l'ai dit, c'est facile de critiquer, tout le monde le fait. Peu importe sur quoi tu chiales, c'est facile de trouver des gens qui vont t'appuyer. Là où ça se complique, c'est quand vient le temps de proposer des solutions. OK? Parce que quand tu fais ça, il y a une petite porte, une petite fenêtre, OK, qui permet aux autres de voir dans ta tête. Elle s'ouvre, t'expose ton niveau de compréhension face à notre système politique et économique. Et si ta solution est conne, tu vas te faire traiter de con. Je vais terminer en te mettant on the spot. Va-t'en dans les commentaires. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu ne l'es pas? Pourquoi?
Traite-moi de con si ça te tente. Et bien sûr, j'aimerais que tu essaies de répondre toi-même à la question. Si je te donne le pouvoir absolu pendant une journée, qu'est-ce que tu fais? OK, c'est quoi les problèmes que tu attaques? Quelles seraient tes solutions? Je suis vraiment curieux de te lire dans les commentaires et j'espère que ça va provoquer des conversations intéressantes sur notre forum. Et finalement, si l'idée d'utiliser Bitcoin t'intrigue et que tu veux en apprendre un petit peu plus sur le fonctionnement de cette technologie-là, je te recommande fortement d'aller jeter un coup d'œil à ma formation sur Bitcoin. Tu ne la regretteras pas.